Nia Sirota, qui est architecte, chercheure et enseignante, notamment au sein de l'Université de Michigan. Et elle co-dirige le studio Akoaki à Détroit. Et son intervention s'intitule « With Humans in the Loop ». Je te laisse nous en dire plus. Voilà, merci. Ça marche. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici à Saint-Étienne 2 ans après le dernier biennale qui a invité Détroit d'être la ville d'honneur. Et c'était une expérience absolument géniale et qui a duré beaucoup plus longtemps qu'on n'a jamais imaginé, parce que maintenant il y a les gens qui sont venus nous visiter à Détroit et les liens qui se sont établis. Donc, très content d'être ici à nouveau 2 ans après. Ça va être magique. Voilà. Donc, vous allez imaginer les images qui sont très, très nettes et colorées, et on va permettre cet imaginaire de nous amener aujourd'hui. Donc, je travaille à Détroit dans une petite studio très expérimentale avec un groupe de gens de différentes disciplines qui croient dans la possibilité de design d'agir autrement dans les conditions urbaines. Ça veut dire qu'on travaille avec les plombiers, on travaille avec les avocats, on travaille avec les historiens, les sociologues et d'autres professionnels pour trouver les solutions qui méritent des nouveaux types d'institutions dans le domaine urbain. Mais avant d'aller dans le travail que nous on fait, j'ai voulu juste établir une certaine scénario de base, le contexte dans lequel je pense qu'on travaille dans les pays westerns globalement en ce moment. Le premier, c'est une plan que je n'ai pas fait, mais qui est fait par Philip Keeley, qui est une plan de l'apathie aux États-Unis durant le dernier vote de 2006. Et ce qu'il a découvert, c'est que si le non-vote, si tu as voté pour personne, était un candidat, le non-vote, il aurait gagné par 4 fois du candidat qui est élu. C'est-à-dire, il y avait plus de gens qui n'ont pas voté, qui n'étaient pas intéressés dans la condition politique, que de gens qui ont voté pour une ou l'autre candidat. Et en fait, ce n'est pas unique aux États-Unis. Quand on réfléchit que notre président Donald Trump, il était élu avec 27% de la vote légitime. Au Canada, les chiffres sont plutôt pareils. Trudeau, il était élu avec 28%. Et Macron, dans le premier tour, il a reçu 18% du vote. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une espèce de résistance qui peut que monter quand la participation dans le scénario public, il est diminué. Il y a la notion que la voix ne trouve pas son piste et alors il faut faire quelque chose dans la rue. Il y a beaucoup de différentes raisons qu'on vient d'entendre, de point de vue personnel et empathique et de l'expérience qui fait que la vote aux États-Unis est difficile. Mais il y a aussi le problème de la médiatisation et la monopolie de la média aux États-Unis, mais aussi dans les pays de l'Ouest en général. En 1984, il y avait 50 compagnies qui géraient 90% de tous les médias aux États-Unis. Maintenant, il n'y a que 6 compagnies qui gèrent 90% de toute cette même média. On sait aussi que, par exemple, une compagnie comme News Corp, ils appartiennent tous les journaux principaux de l'Australie, de l'Angleterre et des États-Unis. Et pourtant, ils ont commencé bien dans les années 80 et la même compagnie a fait élire Thatcher en Angleterre et Reagan aux États-Unis. Donc l'histoire, elle est très longue. Pour comprendre en même temps, pendant que la monopolisation de médias principaux se passe, il y a aussi la montée de social media comme une source de l'information globale. Donc à ce moment, 50% de nous vivent dans les villes, à peu près 50% de nous, on utilise l'Internet. On commence à voir vers 40% de la population qui utilise social media comme une ressource d'information et de communication. 67% de nous portent un téléphone portable et ça veut dire qu'à peu près 40% de nous
utilisent le social media sur notre téléphone quotidiennement. Le numéro de gens qui commencent à utiliser de plus en plus le social media comme la source principale d'information grandit par 13% à peu près en moyenne dans tous les pays. C'est drôle, United Arab Emirates, ça, ils utilisent le moins, ça monte le moins l'utilisation de social media. Et Arabie Saoudite, ça monte le plus en même temps. Donc c'est difficile à savoir pourquoi. Mais en général, 13% de nous commencent de plus en plus à l'utiliser par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les algorithmes arrivent à nous représenter le même événement de manière ou multiples manières dans lesquelles on est déjà d'accord avant que cette information arrive dans notre téléphone quotidiennement comme la source de notre information. Tu vois, je parle même mieux franglais que toi. C'est grave. Et on continue. Et donc, qu'est-ce que le design peut faire face à ce problème de médiatisation, d'apathie globalement? Si on regarde ce petit diagramme, comment le design était conçu selon les années depuis la modernité, on voit qu'on est en train de passer de design comme une masse production, comme tu as envisagé, aux questions de style, aux questions d'interface et finalement aux questions d'expérience. Et donc nous, on se trouve quelque part à un entrechevauchement entre le design comme interface et le design comme expérience. Si on regarde globalement les projets que les dessinateurs sortent pour pouvoir combattre contre ce problème d'apathie et le non-participation, il y a quelques axes auxquels on peut plus ou moins se situer. Entre l'axe de techno-utopie, c'est-à-dire on croit que la modernité, la technologie va finalement nous sauver. Il y a aussi, sur l'autre côté de l'axe, c'est le lo-fi, les gens qui pensent que la technologie ne va jamais vraiment changer la manière qu'on se voit ou qu'on se conçoit. Donc ça, c'est l'axe principal de haut à bas. Et après, il y a ceux qui travaillent principalement sur l'interface, sur comment on se gère envers les objets, l'information, le data. Et ceux qui créent les nouvelles expériences qu'ils croient vont aider pour les gens à participer plus. Donc ça, c'est juste un diagramme très, très partiel. Bien sûr, il y a beaucoup plus de manières de se situer et beaucoup plus d'exemples. Mais par exemple, ceux qui croient dans le laboratoire de MIT qu'il faut faire l'automation de représentation politique, eux, ils sont plutôt les techno-utopiques. Donc, et eux, ils croient qu'il faut échanger l'interface et échanger l'expérience de citoyens envers le monde politique. Ceux qui croient plutôt dans le space-making et place-making, ils ont tendance de créer les environnements qui sont lo-fi, mais aussi croient que l'expérience humaine, une envers l'autre, va changer notre compréhension du monde politique. Donc, si moi je vais situer notre pratique quelque part, il est agnostique entre la technologie et le lo-fi, mais il est très impliqué dans la création d'une expérience collective, commune et hors du normatif. Donc, Humans in the Loop, c'est la notion qu'on commence à faire les prototypes et les expérimentations qui testent comment les êtres humains, avec les objets, fonctionnent dans certains contextes. Et les fondamentales de ça, c'est de faire le modèle d'une simulation à travers l'interaction humaine. Dans nos expériences, on a 5 points auxquels on tient plus ou moins dans tous les essais qu'on fait dans le contexte urbain. On essaie toujours à créer un espace agonistique, c'est-à-dire au lieu de créer un espace où tout le monde est d'accord, on pense que l'architecture et le design doivent créer un espace où les gens ils peuvent s'exprimer même s'ils ne sont pas d'accord. On cherche à définir la notion de communauté dans une manière plurielle, c'est-à-dire faire la combinaison de communautés géographiques, les gens qui vivent quelque part, les communautés éphémères, les événements, les conditions quand les gens ils se retrouvent tout en coup ensemble, ils ont une espèce de
expérience collective, mais aussi les communautés idéologiques qui traversent les frontières où les gens ils se trouvent ensemble parce qu'ils croient dans une chose ou une autre. On intègre toujours l'activité culturelle du lieu. On travaille très fortement sur l'image et la capacité d'image de participer dans le discours public. Et finalement, on trouve que construire les institutions parallèles, c'est très important pour tester cette notion de simulation d'une démocratie possible. Et donc, dans le contexte de Détroit, on construit les interventions. Par exemple, ça, c'est un festival qu'on a lancé qui s'appelait Imaging Detroit, qui a été créé pour décortiquer l'image de ruination qui est sortie il y a à peu près 10 ans et comprendre pourquoi les bouquins de Yves Marchand sur la ruinisation coûtent plus que les maisons à Détroit et comment on peut commencer à comprendre ça. C'était une agora où on a invité tous les cinéastes qui ont produit les films à Détroit au sujet de Détroit et on a invité tous les gens qui étaient filmés. Et dans ce processus de 36 heures où on a montré tous les médias qui étaient produits au sujet de Détroit, on a découvert que 50% des participants dans ces films n'ont jamais vu le film dans lequel ils ont participé. On fait aussi les projets comme the Bureau of Emergent Urbanity, le bureau de l'urbanisme émergent, dans les contextes où il n'y a pas un bureau de planification pour la ville. Et c'est entre les espaces d'expérimentation, de production culturelle et la conversation politique sur le développement d'un quartier. Quand il manque les institutions, par exemple à Détroit, il n'y a pas un ministère de culture ni une Arts Council, on construit les institutions éphémères, donc ça c'est une institution parallèle, qui consiste d'une clip, c'est comme un autocollant architectural qui s'ajoute à un bâtiment abandonné. Et pour la durée d'une certaine quantité de jours, le bâtiment est transformé en une institution publique. On fait aussi les plans pour les communs dans les quartiers où les terrains ils sont vagues et ils appartiennent à personne. Donc ça, c'est un projet qui s'appelle Detroit Cultivator, qu'on a produit depuis 3 ans avec un groupe d'investisseurs où on a imité les spéculateurs à Détroit et finalement acheté petit à petit 6 acres pour commencer une land trust. Ça veut dire un morceau de terrain dans la ville qui ne peut jamais être développé, qui va être préservé pour toujours. Et quand il manque les efforts de conservation, on commence les organisations comme celle-là, qui s'appelle The Conservation League, qui commence à regarder l'héritage industriel et faire les études en mapping pour comprendre quels sont les biens et essayer à créer les règles, les policies pour les rendre publics. Et bien sûr, on travaille avec la culture. Ça, c'est le soucoupe volante célèbre qu'on a amené à Saint-Étienne il y a 2 ans et qui fonctionne comme une marqueur, comme une signification de culture locale, mais aussi comme un objet de transmission de narratifs et expériences. Donc, la soucoupe volante. Mais la question qui nous revient encore et encore, c'est est-ce que ces petits gestes très localisés peuvent se traduire à un acte au niveau urbain? Et nous avons testé cette idée l'année dernière en faisant une compétition qui a demandé de regarder les 12 institutions culturelles qui sont au milieu de la ville, qui étaient tous développées dans une période moderne. Donc chacun, c'est un bâtiment avec son propre terrain, où ils ont leur propre paysage. Et c'est 12 institutions avec les capacités très, très différentes qui ne sont pas liées. La ville était intéressée de savoir s'ils peuvent lier ces institutions pour créer une seule district culturel à Détroit. Donc à gauche, vous voyez, ça c'est le DIA, the Detroit Institute of Art. Quand la ville a fait faillite, la ville a essayé de vendre toutes les œuvres qui étaient dans le musée. Ils n'ont pas réussi.
Et à droite, c'est la bibliothèque de la ville avec les autres institutions autour. Donc nous avons commencé à proposer qu'en fait, on ne peut pas imaginer une préconçue urbaniste, mais on peut imaginer une framework, une plateforme pour travailler. C'est-à-dire quels sont les éléments que toutes les institutions peuvent partager, comme par exemple une square pour les gens de marché, les ecotones pour gérer l'eau, le végétal, les petites bêtes, les arbres, les espaces pour montrer l'art, une necklace, une manière alternative au grid démocratique de voir l'urbanisme, la capacité de mettre tout le parking ensemble souterrain et vider le terrain des voitures et après créer une transformer, une espèce de DJ booth, data jockey booth, pour contrôler tous les éléments responsifs, électriques dans le paysage pour commencer à pouvoir jouer, littéralement jouer le paysage et le district comme une centre culturel total. Donc le résultat, c'est une proposition qui ressemble à ça, qui est plutôt une idée d'espace pour les affordances et pour les adaptations au lieu d'un espace qui est conçu comme une prédisposition finie urbaine. La maquette de ce projet. Mais l'idée est venue par le fait qu'on a regardé tous les autres artistes qui fonctionnent dans la ville et on les a traités comme une 13e institution dans le district. Donc malgré le fait qu'ils n'étaient pas là avec un vrai bâtiment ou une vraie présence, on a imaginé toujours qu'il y a une 13e institution parallèle. Oups. Et donc le résultat, c'est quelque chose aussi qui veut percer les institutions, traiter les institutions architecturales comme une continuité de paysage pour déconstruire la difficulté de rentrer dans les institutions pour les gens qui vivent dans la ville. Et ça, c'est un petit diagramme très flou sur comment on a imaginé que le Data Jockey Booth, l'espace où il y a le data qui se conçoit par les gens qui ont une relation avec le district, comment les artistes des Détroit peuvent commencer à transformer le district petit à petit avec leurs propres œuvres, mais sans être obligés de dépenser le capital pour créer les interventions urbaines. C'est-à-dire comment ils peuvent commencer à projeter leurs œuvres sur les façades des bâtiments, comment ils peuvent imaginer réoccuper les places publiques, comment tout le district peut devenir une plateforme pour une discussion publique et une agora pour l'agonisme qui est la condition de transformation maintenant à Détroit. Et donc, ça c'est le DJ Booth, et c'est un peu ringard comme beaucoup de ce qu'on fait. Mais on était très disposés de toujours prendre le contexte culturel. Le DJ, c'est un personnage très important dans l'imaginaire de la ville, et mélanger ça avec le futurisme de technologies possibles. Et aussi le rôle de l'esthétique dans toutes ces propositions. Donc ça, c'est invisible, mais c'est totalement dingue cette image. C'est une baroque afro-futuriste pour changer l'entrée du musée principal de Détroit, qui consiste des arches et des volts avec une projection des flora et fauna du photographie de Karl Blasfeld pour parler de ce moment de transformation entre la modernité, la postmodernité et une future possible. Ça, on a fait cette image avec... tout ce qu'on fait, on essaie très particulièrement d'être inclusif dans l'image de l'architecture. Et ça nous a pris plus qu'une semaine de décider quelle expo on va montrer au public dans cet ajustement de leur centre culturel principal. Donc, on a fait les chevaux très, très grandes parce que
Les Afro-Américains, ils aiment les chevaux, les Blancs, ils aiment les chevaux, et les Native Americans, ils aiment les chevaux aussi. Donc c'était une image de possibilité de trouver un thème entre tout le monde. Et ça, c'est une image de l'intérieur avec cette surface baroque où on a travaillé avec une artiste, Nanika Jackson, qui travaille à créer les ailes pour imaginer les accessoires qui sont hors de l'ordinaire. Les gens, ils portent ces accessoires au travail. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, on a montré son travail dans le nouveau centre. Ce type d'imaginaire, ça nous permet de travailler entre différents acteurs dans la ville, entre différentes institutions, et projeter comment l'appropriation de l'espace public pourrait fonctionner donnant les intérêts du public. Et finalement, juste pour dire, je ne trouve pas ce qu'on fait est particulièrement original. Je trouve qu'on est sur les tendances globales en ce moment, de reconstruire les institutions, d'imaginer une autre manière d'approprier la ville civique, de reconstruire les modes de participation par les gens qui ont trouvé que ce qui est existant est insuffisant pour être inclusif. Merci. Merci. Merci Ania pour cette présentation. Je remercie encore une fois les trois intervenants et intervenantes de cette première session. Il me semble que je vous rappelle un petit peu le principe de ce premier set d'intervention. L'idée, c'était de voir si certains dispositifs imaginés pouvaient subvertir un petit peu la question de la participation politique. Il me semble que c'était totalement le cas dans le cas des trois projets. Alors, sans vouloir faire une synthèse à chaud, c'est toujours compliqué de faire une synthèse à chaud, sachant qu'en plus, chacune des présentations avait son économie propre, avec ses questions propres. Il me semble quand même qu'il y a quelques thématiques qui se dégagent, qu'on peut relier comme ça de manière transversale, pour un éventuel design des instances. Il me semble que la question de la visualisation des acteurs, de mettre en évidence qui en fait est concerné par le dispositif, alors c'est une démarche classique en design, mais de se rendre compte, de rendre visibles certains acteurs invisibles, ça il me semble que c'est quelque chose d'intéressant et d'important, de cartographier, parce qu'il me semble que ce qu'on voit, c'est que la cartographie est un outil finalement peut-être premier, ou important en tout cas, dans cette question de design des instances. Donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'une carte finalement? Une carte, c'est quelque chose qui a un fonctionnement opératoire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui relie différents éléments et qui nous permet de nous proposer un fonctionnement. Ce n'est pas statique une carte finalement, ça opère. Et il me semble que c'est un outil intéressant en tout cas pour ce genre de questions-là. Voilà, alors je ne sais pas si vous voulez répondre, enfin si vous voulez réagir rapidement à cette petite idée-là. Sinon, ce que je vous propose, on va passer à la deuxième séance. Et de toute façon, je pense que vous serez reconviés sur scène après pour reprendre des questions potentielles du public. Voilà, je vous remercie encore.